Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Tui TV au numéro 254 du bouquet Canal+. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la première convocation du tribunal de l'actualité pour cette nouvelle semaine. Et vous le savez, c'est une tradition, comme à chaque audience. Je suis en compagnie des juges au siège. Juge Bougma, bonjour. Bonjour, Président Kaboré. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, Président Kaboré. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Pour cette première convocation du tribunal de l'actualité, 3 sujets ont été retenus pour vous. En première partie d'émission, il sera question de la commémoration officielle du 15 octobre par le gouvernement de transition. En deuxième partie d'émission, il sera question du mémorandum signé par le Burkina avec la Russie sur le nucléaire. Et enfin, il sera question du Sénégal avec le probable retour de l'opposant Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Voici pour le menu et je déclare ouverte cette première session du tribunal de l'actualité avec les avant-propos. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci. Ce qui retient notre attention, vous savez que le lundi, je donne des citations. Aujourd'hui, il y a un lien avec le sujet enrôlé, mais c'est une citation de Thomas Sankara sur l'école. Il faut que l'école nouvelle et l'enseignement nouveau concourent à la naissance de patriotes et non d'apatrides. Mettre un enfant à l'école doit cesser d'être perçu comme un simple placement comptable, si tant est vrai que la transformation continue des sociétés qui l'incombent aux générations successives comporte des éléments quantifiables et non quantifiables. Voilà, donc il y a des éléments quantifiables et il y a des éléments non quantifiables dans l'école. Et donc, effectivement, mettre l'enfant à l'école, ce n'est pas seulement un bien qu'on a placé, un bien comptable, espérant seulement recevoir des dividendes. Les parents mettent l'enfant à l'école, attendent que l'enfant grandisse, évolue bien à l'école, travaille et puis revenir s'occuper d'eux. Donc, maintenant, en plus de cela, il y a autre chose qu'il faut pouvoir mettre un enfant, des valeurs cardinales qu'il faut savoir mettre dans la tête de l'enfant, l'amour de la patrie qu'il faut savoir mettre dans la tête de l'enfant, et ça va passer par l'école. Il a tenté cette réforme de l'école après avec le fameux appel de Gawa. Ça n'a pas prospéré et aujourd'hui l'histoire nous donne raison. Est-ce qu'il est tard également pour repenser les choses sur le plan éducatif, pour revoir nos contenus? Je pense qu'il n'est pas tard. C'est même une question d'actualité. Il y en a qui y travaillent. Maintenant, quel va être le contenu définitif? On attendra de voir. En attendant, je veux souhaiter bonne semaine à tout le monde, au VDP, au Front de défense et de sécurité, et à tous les travailleurs de l'humanitaire. Excellent lundi. Alors, juge Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première audience? Merci. C'est Zifrin Dakio qu'on avait reçu sur ce plateau-là et on a appris donc son décès hier dimanche 15 octobre. C'est un genre d'honneur aussi que je veux faire à ce grand homme-là qui a œuvré dans la modernisation de ce que nous avons comme offre médicamenteuse traditionnelle. Et ça, il y a travaillé depuis les années 80. Et pour ceux qui connaissent bien son industrie de production de médicaments, il y a quand même une 60aine de produits pharmaceutiques qu'il offrait. Il y a quand même 5 de ces produits qui étaient homologués par le ministère de la Santé, ce qui n'est pas rien. Et il a donc travaillé beaucoup donc à cela. On se rappelle aussi de ça sur la question du palu. Il avait beaucoup d'autres propositions. Et lorsqu'on le recevait ici au tribunal de l'actualité, je me rappelle encore, c'était dans le cadre de... c'était le moment de la maladie à coronavirus. Il avait aussi des produits qui boostaient beaucoup le système immunitaire. Je pense que Bernard est bien placé pour le savoir parce qu'on en a bénéficié. Et c'est quelqu'un qui a voulu que ce que nous avons dans notre terroir, à travers Phytofla, qui est son entreprise, le mettre en exergue. On a beaucoup de solutions, en tout cas dans notre terroir, connues de nos grands-mères, connues de nos grands-pères, mais qui ont besoin d'un bon travail de ceux qui sont allés aussi loin dans le domaine de la médecine pour les rendre beaucoup plus intéressants pour nous qui sommes les demandeurs de ce type de service, sans risque. J'ai dit sans risque parce que tout est dans le dosage. Les spécialistes vous le diront. Le problème souvent de notre médecine, là, c'est la question du dosage. C'est tout. Et pour
pouvoir le commercialiser à grande échelle, il faut accepter les démarches d'aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus avec Fitofla, et c'est une pensée à son endroit pour le combat qu'il a mené, la valorisation de notre médecine traditionnelle, en amenant à travers un travail scientifique à le faire accepter par notre contexte nouveau qui est fait de normes que nous connaissons. En tout cas, c'est un grand homme qui s'en va, et je voulais ici donc marquer en tout cas tout le travail qu'il a fait, et puis avoir une pensée aussi pour sa famille. On m'a dit qu'il laisse 3 enfants, je pense, derrière lui, et évidemment tous ses proches. C'est à eux qu'on pense aujourd'hui. Ce 15 octobre 2023, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a assisté à la commémoration du 36e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. Juge Vaha, déjà dans la forme, on a senti que le gouvernement était très impliqué dans cette commémoration. Bon, impliqué même, c'est comme si c'était l'État qui a organisé. Habituellement, ce à quoi on avait droit, c'était plutôt les partis politiques d'obédience sankariste et puis certains mouvements sankaristes qui avaient le lead dans l'organisation de la commémoration de ce jour-là. On était habitué à la pose de gerbes de fleurs, à beaucoup d'autres éléments qui étaient faits, mais ceux qui avaient le lead, c'était plutôt les partis d'obédience sankariste, avec aussi autour les anciens compagnons de Thomas Sankara. C'est vrai que, vous savez, Thomas Sankara, c'est ce à quoi on vient s'abreuver, et puis c'est celui à côté de qui chaque régime qui vient veut donner l'impression de se tenir, parce que il a une aura, et ça, vous ne pouvez pas le contester. Donc, d'une façon ou d'une autre, les autorités venaient être présentes. Parce que dans l'histoire aussi de notre pays, Sankara, c'est quelqu'un qui compte. Et il a été quand même chef de l'État, donc c'est quelqu'un qui compte. Maintenant, avoir cette organisation-là qui est chapeautée, dont le lead est pris par l'État lui-même, ça, il faut dire que cette année, c'était vraiment différent, avec la présence du chef de l'État, avec tous les officiels que vous aviez. C'était une cérémonie organisée par l'État burkinabé en clair. Alors, juge Boukma, visiblement, ce 36e anniversaire-là comptait beaucoup pour le gouvernement de transition, qui s'est beaucoup impliqué. Oui, tout à fait. Je pense que ce gouvernement s'est beaucoup mieux impliqué, et en tout cas, c'est suffisamment engagé dans le fond par rapport au gouvernement antérieur. Mais là aussi, il y a des explications. On ne pouvait pas demander à un gouvernement du président Blaise Compaoré de s'impliquer comme il se devait. Sous la transition de 2015, il y a eu des tentatives. Ils ont fait également ce qu'ils pouvaient. Là aussi, il y avait une implication qui avait été démontrée à travers la rouverture du dossier, l'autorisation pour les exhumations. En tout cas, beaucoup de démarches avaient été portées. Il y avait eu un pas en avant. Mais dès lors que la justice n'était pas rendue, et aussi sur les questions de commémoration d'un héros, il n'y avait pas une base juridique en tant que telle, il n'y avait pas de contenu comme ça, c'était compliqué. Jusqu'au président Roch-Marc Christian Kaboré, qui avait donné un coup de fouet, surtout sur les aspects de commémoration, le projet, la statue qui a été offerte par le ministère de la Culture sous l'égide dans son temps de Tahirou Bari, qui l'a remis au comité du mémorial et qui était vraiment engagé au nom du gouvernement. Mais par la suite, on a senti un pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré qui, s'il n'avait pas pris du recul, et comme on appelle ça, recul officiel, en tout cas à un moment donné, avait marqué un arrêt par rapport à l'accompagnement du processus, et cela se sentait dans le piétinement de certains dossiers. Même quand il s'agissait de faire venir Kagame pour épauler Rawlings, c'est des démarches qui avaient été commencées avant même le décès de Rawlings. Mais maintenant, comme c'est un chef de l'État, à ce moment-là, c'est la diplomatie qui prend le relais. Donc c'était maintenant de président à président. Rawlings, le contact avait été pris. Nous avions eu l'information que Paul Kagame avait déjà donné un accord de principe. Ce qui restait maintenant, c'est le côté administration et puis diplomatie qui devait prendre le relais. Mais là, les choses sont restées au point mort, et même sur l'avancement de certains dossiers. Donc, il a fallu attendre la transition
de Damiba, bon, le procès était déjà en cours, hein, mais qui avait déjà donné l'initiative en ce qui concerne le statut de héros, qui a régularisé la situation de la veuve Sankara, qui a octroyé des passeports diplomatiques et un terrain. Et voilà, donc il a aussi joué sa partition. Mais maintenant, par rapport au projet mémorial, ça c'était une autre façon de faire que Damiba avait, qui était différent des autres. Mais avec le capitaine Ibrahim Traoré, effectivement, il y a un coup de fouet qui est donné parce que le jeune s'inspire beaucoup de Thomas Sankara. Il a même dit hier dans son tweet. Et les comparaisons ont vite été données. L'âge, la jeunesse, même si le tempérament du capitaine Ibrahim Traoré est moins fougueux, comme on appelle ça, est moins fougueux que celui de Thomas Sankara. Bon, les gens avaient vite fait de faire, c'est des capitaines, c'est des jeunes. Voilà. Et puis la réalité aussi, on est dans un contexte de terrorisme. Donc, la réalité aussi, c'est ça. Donc, quoi qu'il en soit, ici, la différence avec les autres, ils sont plus courageusement entre leurs mains de porter ce projet. D'ailleurs, pour un héros de la nation, ce n'est pas un projet qui doit être porté par des entités privées. C'est à l'État d'assumer ça. Et c'est l'État qui travaille à protéger la mémoire, qui travaille à mettre des éléments symboles. Donc ça, c'est le rôle de l'État. Et là, ici, effectivement, on a un État, on a un gouvernement qui s'assume dans ce dossier-là. Et ce n'est ni plus ni moins que d'ailleurs dans la logique des choses, parce que c'est comme ça que ça devrait être. Alors, Juge Baha, en plus d'avoir été élevé au titre de héros de la nation, il bénéficie désormais d'un boulevard en son nom. Oui, un boulevard en son nom, on en avait déjà parlé ici. Bon, c'est pas nous qui allons regretter que la rue ne peut, comment dire ça, l'avenue ne porte plus le nom de Charles de Gaulle. Je l'ai dit ici, peut-être ça a choqué certains, mais quelqu'un qui disait à Foucault, qui était son stratège dans maintenir le joug sur les anciennes colonies françaises, même après les indépendances, donc qui disait à ce dernier, la Foucault, fous-moi la paix avec tes nègres. C'est pas moi qui vais regretter qu'on enlève cette rue-là en son nom. Maintenant, qu'on remette le Thomas Sankara, pour moi, ça aussi, c'est pas nous qui allons dire pourquoi. Parce que c'est un grand homme qui a apporté en quelques années, pour moi, des espoirs que même en tant que pays avec les réalités qui sont les nôtres, il y a des chantiers sur lesquels on peut aller et puis il y a des rêves qu'on peut nourrir. Je le dis encore, c'est quelqu'un qui en si peu d'années a montré que la faim, qui était une véritable... vous savez, on ne raconte pas à quelqu'un sa souffrance quand il a dormi le ventre creux. Vous ne pouvez pas lui expliquer la souffrance, il la vit. Donc quand vous lui apportez la solution, c'est autre chose. Et ça, c'est des éléments que Sankara a réussi. Et même les structures onusiennes l'ont reconnu. En quelque temps, il a terminé avec la faim dans son pays. Les gens n'y croyaient pas. Mais ça, c'est des éléments qu'il a pu faire. Il y a beaucoup d'autres chantiers sur lesquels il est allé et qui sont courageux, qui au départ ne pourraient pas donner l'impression d'avoir l'assentiment des gens parce que c'était fait de restrictions et autres. Mais il y a allé crânement et courageusement. Et après, ceux qui l'ont suivi en ont vu les effets positifs. Donc, il y a ça qui est resté dans la mémoire de tout le monde. Et puis bon, Sankara aussi est un peu têtu parce qu'il n'a pas attendu. N'oublions pas que c'est quand même Blaise Compaoré qui avait promis de l'élever au rang de héros national. C'était d'abord un discours politique. On a attendu longtemps d'en avoir la matérialisation textuelle. Aujourd'hui, c'est fait. Mais Sankara n'a pas attendu ça. Ça veut dire qu'on le fait héros national à un moment donné où il est déjà, je suis désolé de dire, héros continental et presque planétaire. Vous dites, partout où vous passez, que vous venez du Burkina, si le gars est en train de chercher, vous lui dites pays de Thomas Sankara, il dit ah ok, parce qu'il a dépassé le Burkina. Donc c'est maintenant que nous, dans notre histoire, on remet les choses, je vais dire, dans leur juste position. Sinon, son aura a déjà travaillé pour lui. Maintenant, Bernard disait quelque chose d'intéressant, c'est que c'est au gré des régimes que souvent on avance ou on recule sur sa réhabilitation. Mais en définitive,
il y a eu cette transition-là qui a permis de le réhabiliter de fort belle manière, le lever au rang de héros national. On a le boulevard qui porte son nom. Et puis, bon, on attend de voir aussi si l'hôpital, là, ça sera pareil. Mais moi, peut-être je fais une petite boutade. Le boulevard de Gaulle. Moi, je riais. Boulevard Sankara. Boulevard Sankara. Vous savez, c'est un boulevard qui date d'il y a longtemps. D'il y a longtemps. De la Révolution. Ouais. Et ceux qui sont allés et qui sont nombreux à dire bon, ouais, Thomas Sankara, c'est bien et tout. Vous voyez ce boulevard-là, ça fait combien d'années? On brûle les pneus dessus, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ça passe devant les étudiants, que tout le monde pourrait être taxé comme étant ceux qui font toujours les grèves. Donc il y a toujours des... Mais regardez l'état de la voie là. Ceux qui sont là le bras levé chaque matin, Thomas Sankara, ceux qui se sont abreuvés à sa doctrine et autres, qui quelquefois sont devenus ministres, ont fait ceci, ont fait cela. Ils ont construit des goudrons là, ça tient combien de temps? Je vais dire que Thomas Sankara, c'est bien. C'est bien de porter son nom, c'est bien de dire ceci, cela. Mais le monsieur, il a inspiré quelque chose. Le monsieur, il a cru en quelque chose. Le monsieur, il a voulu que le Burkinabé soit intègre. Je pense que la meilleure façon de lui rendre hommage là, c'est dans le comportement, dans la vision et les attitudes. Le retour à l'intégrité. C'est ça pour moi le plus important. Vous posez la question de la rebaptisation. J'ai dit c'est très important. Mais il est temps aussi que le Burkinabé s'inspire des valeurs que lui a défendues. Je pense que c'est ça qui pour moi est le plus important. Sinon, si on a fini de s'asseoir là-bas et puis après on fait par perte et profit des bitumes qui ne durent pas 5 ans avec des nids de poules, si ce n'est d'autruche, qui coûtent la vie à des personnes. Et quand on dit Thomas Sankara, vous êtes le premier à vous lever pour partir, c'est que vous n'avez rien compris. Je crois que c'est peut-être cette contradiction interne là qu'on doit aussi travailler à éteindre. Donc rebaptisation c'est bon, mais qu'est-ce que Thomas voulait pour ce pays-là? Et ceux qui tiennent les rênes humaines, que la chance d'avoir une parcelle de pouvoir, qui disent qu'ils sont sankaristes, mais qui disent en esprit, qu'est-ce qu'ils font? Je pense que ça c'est important. Alors, Juge Bougma, de l'annonce en Conseil des ministres mercredi dernier, c'est aujourd'hui une réalité. On ne parle plus de boulevard Charles de Gaulle, désormais boulevard Thomas Sankara. Et le juge Baha rappelle qu'au-delà de tout, il faut repartir à l'intégrité. Oui, en fait, ce qui est une valeur, Sankara n'a pas incarné que l'intégrité. Il y a la bravoure, il y a le courage, la détermination, la dignité, la transparence. En fait, c'est toute une chaîne de valeurs. Donc, ce sont ces chaînes de valeurs qu'il faut avoir. Quand on parle de retour, moi, je parle beaucoup plus de recours. Voilà. Maintenant, retour, c'est comme si c'est resté en arrière, alors qu'il suffit de prendre le cours. La valeur est toujours là. Oui, elle est toujours là. Il faut recourir à ça. Voilà. Maintenant, le là doit être donné par qui? C'est-à-dire la moralisation de notre vie publique doit venir par qui? Par là-haut, Sankara a tenté, par l'exemple. Donc la preuve par l'exemple de l'intégrité, de la transparence, du courage et de tout ce qu'on sait. Après, Blaise Compaoré est venu. On attendait maintenant que c'est la base qui doit changer pour inspirer les dirigeants. Et là aussi, ça n'a pas marché. Voilà dans quoi nous sommes. Donc, je pense que la preuve par l'exemple doit beaucoup plus venir des leaders, de la conduite des leaders. Juge Vahal en a parlé. Il y a combien de goudrons à Ouagadougou qui ont été construits et qui n'ont pas pu tenir le temps d'une saison de pluie. Alors que le Charles de Gaulle est là. Et donc, si dans cette même continuité, ceux qui étaient venus pour la rectification avaient continué dans la même tendance, avec des chantiers de qualité, et faire montre d'exemplarité dans la conduite de certains dossiers, c'est pas aussi évident que l'aura de Thomas Sankara allait... Voilà. Mais de fait de rectification, il faut qu'on ait le courage de dire, on a quand même déchanté. Donc, des chantiers symboles, des chantiers d'envergure, quand vous regardez la qualité de la structure,
ça laisse à désirer. Allons-y à côté, regardons notre hôtel administratif. De mon point de vue, c'était tout un symbole d'une vision, d'un gouvernement, d'un État. Mais quand on regarde la qualité de l'ouvrage, ça passe, c'est pas ça. Il y a des bureaux qui sont difficiles à être occupés. Alors que ça, c'est le symbole même de l'État. C'est le symbole de l'État. Donc vous arrivez dans ces bâtiments, vous vous cherchez. À côté, vous avez les bâtiments de l'époque coloniale ou de la période des indépendances qui défient le temps, qui défient le nouveau bâtiment, qui en une année ont déjà des fissures. Conséquence, c'est effectivement de l'affirmation du point levé de Thomas Sankara de l'intégrité alors que non. Donc ce qu'il y a, c'est d'avoir le courage, je dis bien. Il y a une génération de pères, il faut qu'on ait le courage de dire qu'on a perdu une génération. De repenser les choses, et moi je crois fermement que c'est à travers l'éducation et l'exemple des dirigeants. À travers ce que nous allons mettre maintenant dans la cervelle des enfants à l'école et à travers l'exemple que les dirigeants vont donner. Ça va permettre de faciliter un certain nombre de choses. Sinon, dans notre contexte actuel, c'est par quel bout il faut attraper pour dire un recours à l'intégrité. Vous prêchez l'intégrité à quelqu'un qui a faim, alors que celui qui sort prêcher l'intégrité n'en est pas digne parce que il y a des malversations qui parlent. Il est épinglé, mais bon, voilà. Le dossier là, il ne bouge pas, pourtant. Les faits sont clairs. Les médias d'investigation font leur boulot. Il y a les dénonciations à outrance. Le RALAC livre son rapport. La SULC livre son rapport. Qui est sanctionné? Donc, il y a cet exemple-là à montrer, mais il y a aussi les valeurs-là à reprendre et à mettre dans la tête des enfants. Si on dit aujourd'hui un Burkinabé, c'est à quoi un Burkinabé peut s'identifier pour dire ouais, ça je me reconnais dans ça. Et être Burkinabé, c'est se reconnaître dans ça. Et ces questions-là qu'il faut pouvoir se poser et les régler. Un mot tout de même par rapport à l'autre grand acte de cette cérémonie de commémoration. Il s'agit de la pose de la première pierre pour la construction du mausolée Thomas Sankara. Oui, c'est vrai que quand on regarde ça, c'est des éléments aussi qui étaient prévus dans le vaste projet dont on avait même parlé ici avec Luc Damiba. C'est un projet qu'ils ont nourri depuis, qui peut-être a, pour moi, peut-être n'a pas trop bien fonctionné. Bon, c'est pas que c'est déjà perdu, non. Mais au départ, beaucoup n'ont pas bien compris parce que la communication autour, là, peut-être n'a pas été bien faite. Tant et si bien que beaucoup ont résumé tout ça à la statue qui avait posé polémique à un moment donné. Alors qu'il y a un projet beaucoup plus vaste concernant Sankara. Mais c'est clair que ça va être difficile de comprendre qu'on fasse tout ça et que Sankara n'y soit pas lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas que ça ne soit pas sa dernière demeure. Et puis n'oubliez pas aussi que pour moi ça n'est qu'un juste retour des choses. La place telle qu'elle aujourd'hui, elle est quand même la place la plus visitée à Ouagadougou. Donc la plupart des gens qui viennent au Burkina, à Ouaga, la place qu'ils veulent voir, c'est celle-là où il y a la statue aujourd'hui. Donc il faut que le projet peut-être aille assez vite. Parce que ça serait quand même dommage qu'on ait toujours des centres plus grands dédiés à nos hommes, alors que nous-mêmes, ici, ne sommes pas encore à la hauteur de la reconnaissance que les autres. Donc, vous, à celui qui est d'abord un fils du pays. Et donc, pour moi, ça, c'est peut-être un élément à faire. Et on espère peut-être aussi, avec la façon dont les autorités se sont assumées très vite sur la réhabilitation de Thomas Sankara, que sur ces projets-là, par exemple, ce projet-là qui est futuriste, qu'on aille peut-être aussi assez vite. C'est vrai qu'on est dans une réalité de moyens très maigres et puis d'être parcimonieux dans les dépenses dans lesquelles nous sommes. Mais, je dis, à partir du moment où vous regardez les retombées en termes de visite, alors que le site est encore dans cet état-là, imaginons un seul instant si on a ce joyau comme présenté avec le téléphérique comme ils nous ont présenté qui nous permet d'aller sur Bangui-Ogo avec tout ce qu'il y a autour, restaurant et des éléments qui valorisent ce qu'a été la vision de Thomas Sankara.
c'est des éléments et des arguments touristiques que le Burkina pourra encore faire valoir et qui pourront faire entrer des devises, entrer de l'argent. Je pense qu'il faut, c'est pas la question seulement de l'argent, vous savez, tout est aussi symbole. Tout est aussi symbole. Parce que je dis encore, quand vous sortez, on vous dit, quand vous dites Sankara, c'est comme si vous avez enlevé un voile sur ce que vous vouliez expliquer. Si c'est Burkina que vous vouliez dire et qu'on ne comprend pas, quand vous dites pays de Thomas Sankara, c'est comme si vous avez tout dit. Mais ça là, qu'est-ce que nous on en fait? Je pense que ça c'est important. Et ce projet, pour moi, c'est un projet à féliciter. Vous voyez les architectes qui ont travaillé dessus, ça veut dire que c'est assez sérieux. Maintenant, ça fait quoi? Peut-être 8 ans qu'ils traînent ça. Si ma mémoire est bonne, comme le disait Damiba, peut-être qu'il est temps de commencer à poser les vrais jalons. Donc, avec cette pose de première pierre et puis la volonté qui est affichée aujourd'hui, on espère que ça va aller vite. Étant entendu qu'il y a eu un MPSR 1 qui nous a dit voulait déboulonner la statuette qu'elle a l'envoyer ailleurs et puis faire de ce coin un autre coin et dire que bon, ça n'appartient pas au Burkina, alors que la réalité elle est tout autre. Donc quand le régime passe, les ambitions relativement à Sankara aussi changent des fois. Donc quelquefois on a envie d'aller vite pour éviter qu'il y ait des reculs encore désastreux. Alors en fin de compte, Thomas Sankara est honoré par le gouvernement de la transition. Il y a eu la pose de la première pierre pour la construction du mausolée. Oui, en fait il y a des choses qui sont irréversibles. C'est une question de temps. Donc tel que Sankara a été pour le Burkina et pour l'Afrique, dans la prise de conscience des masses populaires comme il les appelait, l'aura qu'il a eu et l'impact de son action durant les 4 ans, toutes ces choses cumulées font qu'il ne peut pas rester sans être élevé à cette dignité. Mais c'était une question de temps. Et la nature restitue les choses dans leur droit avec le temps. Donc ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de moment de salissure de sa mémoire, vilipendée et tout. C'est pas qu'il n'y a pas eu ça. Mais l'histoire est constante. Elle restitue les héros dans leurs droits, et les réhabilite. Il y a des héros qui ont été réhabilités, parfois même 50 ans, 100 ans après, dont les œuvres ont été reconnues, dépoussiérées, puis remises au goût du jour. Le domaine scientifique en connaît beaucoup. Et donc, effectivement, vous dites que le gouvernement de la transition a honoré Thomas Sankara, c'est même pas une affaire de gouvernement de choses. C'est un devoir d'État, de mon point de vue. Mais qui a longtemps traîné. Oui. Avec la succession de régimes. Je suis tout à fait d'accord. Oui, mais pour le fait que ça traînait, l'on sait pourquoi. Blaise Compaoré a hérité du pouvoir suite à l'assassinat de Thomas Sankara. En 91, il a élevé au rang de héros national. Mais pour qu'il matérialise un édifice en l'honneur et en mémoire des héros de la nation, il a fallu qu'il y ait l'affaire Norbert Zongo et que le collège des sages dans leur rapport recommande qu'il y ait des symboles, des édifices pour célébrer les martyrs et les héros. Ça a été une recommandation. Ça n'a pas été de la volonté de Blaise, ça c'est l'histoire. Blaise a fait combien de temps au pouvoir? 27 ans. Et même en privé, de l'entourage de Blaise Compaoré, et même d'ailleurs sur ce plateau, certains invités, anti-Sankara ou pro-Blaise, c'est selon, à la question de dire mais c'est Blaise qui l'a élevé au rang de héros, l'invité a répondu sèchement que mais qui d'ailleurs, est-ce que vous savez qui a dit à Blaise de dire ça? Autrement dit, ce n'était même pas de sa volonté. C'est quelqu'un qui lui a dit de dire, peut-être que ça pourrait faciliter une communication politique, une embellie de son image. À entendre que ce dernier qui a parlé, qui connaît bien Blaise Compaoré et Thomas Sankara, il sait de quoi il parle. C'est-à-dire qu'il a demandé, mais allez-y chercher à savoir qui a dit à Blaise de dire. Autrement dit, on a dit à Blaise d'élever Thomas, héros de la nation, avec 3 autres personnalités. Et après, c'est resté là. J'ai dit, il a fallu encore attendre. 91 à 98, ça fait combien de temps? Qu'il y ait l'assassinat de Norbert Zongo. Qu'il mette en place un collège des sages, qu'il lui fasse des recommandations et dans le rapport, on lui demande de mettre des édifices en mémoire des héros et des martyrs
Et c'est ce qu'il a fait. Mais quand il a fait ça, la preuve que ça ne l'intéressait pas, il fallait aller regarder la place réservée aux martyrs. C'était devenu un dépotoir, c'était devenu une poubelle publique. Est-ce qu'on peut traiter des martyrs comme ça? S'il avait cette volonté, je ne pense pas. Et j'ai dit maintenant, après, les choses ont commencé à se décanter après son départ, mais chaque gouvernement a joué sa partition. Je ne vais pas les comparer. Chaque gouvernement a joué sa partition. Le gouvernement actuel joue à fond sa partition. Et vous voyez que le comité mémorial est maintenant érigé en statut d'utilité publique, mais aussi il y a le gouvernement qui reprend le flambeau. Et c'est comme ça en temps normal. Plutôt que des entités privées qui organisent et fassent venir les membres du gouvernement pour assister. Donc ici, ça a l'avantage de crédibiliser le projet, de donner un coup de fouet au projet, de faciliter la mobilisation des ressources, parce que c'est à la dimension État. Voyez-vous qu'à un moment donné, les souscriptions, ils ont arrêté. Et le comité international mémorial Thomas Sankara, comme l'a dit Luc Damiba vendredi dernier, il dit qu'ils ne sont même pas qualifiés pour lancer un appel d'offres international pour la réalisation d'ouvrages, même s'ils le veulent, ils ne peuvent pas. Alors que l'État peut le faire. Donc je pense qu'il y a ces éléments-là à intégrer et à ne pas évidemment négliger. Donc on a aujourd'hui un gouvernement qui s'assume par rapport à un héros de la nation. Blaise Compaoré avait l'opportunité de faire ça parce qu'il l'a élevé au rang de héros de la nation. Il restait deux choses: un contenu juridique et un acte fort de reconnaissance pour Sankara et même pour les autres. Mais il ne l'a pas fait. Les autres se sont succédés et puis bon, j'ai dit chacun a joué sa partition jusqu'au gouvernement. Mais on a un projet qui est futuriste, effectivement, qui nous fait rêver que aussi dans notre pays, on peut avoir une tour d'une telle hauteur. C'est ailleurs que nous partons visiter. C'est Dakar, c'est Abidjan chantier. C'est à l'heure où vous partez faire des selfies et puis on vient déposer là. Bon, on a notre monument au niveau de héros, au niveau de la place des héros nationaux. Je pense que, quand on regarde l'espace, je pense qu'on pourrait avoir une bâtisse d'une dimension plus grande que ce qui est là-bas. Mais ce n'est pas grave. Mais au moins, j'ai dit cette tour, 87 mètres de hauteur qui surplombe Ouagadougou, ça fait rêver. Ça veut dire également que nous aussi, nous sommes capables de faire des grandes choses. Et ça, c'est une leçon à retenir. Et c'est très important. Après, il y a toute cette économie d'échelle qui va se développer autour, avec les artisans, le prix des visiteurs et tout, et tout, et tout, et tout. Et donc, vous venez au Burkina, vous repartez avec une tour en miniature ou bien une image de Thomas Sankara que vous avez payé sur le site. Je vous dis, si vous arrivez au Times Square, aux États-Unis, vous bougez avec un élément du Times Square, vous arrivez à Ouagadougou, vous regardez, ça n'a pas la même sensation. Vous arrivez au pied de la Tour Eiffel, vous partez avec un porte-clés Tour Eiffel, ça n'a pas la même sensation. Et quand quelqu'un d'ailleurs revient dans ces pays-là, dans ces bagages, il y a ce genre d'éléments qui, c'est Tour Eiffel, c'est la Statue de la Liberté aux États-Unis, ou bien c'est Empire State Building à New York, on vous donne un élément symbole. Mais pourquoi nous aussi on ne ferait pas ça? Et on est sur la trajectoire. Et on est sur la trajectoire. Et du même coup, la transition est tout trouvée. Pour aborder le second sujet, on parle de Thomas Sankara qui avait des rêves. Visiblement, le capitaine Ibrahim Traoré en a aussi. On se souvient qu'en juillet dernier, au cours du sommet Russie-Afrique, il a émis le souhait de voir le Burkina disposer d'une centrale nucléaire. C'est désormais en perspective avec vendredi dernier le ministre en charge des mines de l'énergie qui a paraphé un mémorandum avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire. Qu'est-ce que vous en pensez, juge Vaha? Ça, c'est une bonne chose parce qu'on a un problème ici, c'est la question de l'énergie. On sait que c'est le nerf de toute production. Si aujourd'hui, avec le monde industrialisé que nous avons, avec les exigences de travail, l'énergie, c'est un intrant qui est... c'est-à-dire on ne peut pas discuter. Sans ça, c'est compliqué. Et si vous voulez avoir une économie forte, il faut aussi des capacités de production d'énergie qui vont avec. Quand on regarde le cas du Burkina, il y a d'abord l'insuffisance
en termes de parc et ce qui est disponibilisé pour les ménages, pour les industries et autres. On a vu les réajustements que la Sonabel a eu à faire ces derniers temps, revoir même la question de la taxation pour la journée pour ce qui est des industries et puis aussi des ménages, un repositionnement qui a été fait parce que l'énergie ne suffit pas. Et il y a, pour ce qui est du cas du Burkina Faso, la forte dépendance de l'extérieur. On parle de 60% de notre énergie qui vient du Ghana, du Burkina, donc ça veut dire qu'on est fort dépendant de l'extérieur. Et puis après, c'est les énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole là, avec comment on appelle ça là, la façon de produire de l'électricité qu'on a à partir des groupes. C'est ça en fait. La réalité burkinabé. Vous prenez la question des barrages, ça encore c'est dérisoire. Donc il faut se réinventer face à un besoin qui est grandissant, ne serait-ce que du fait de la réalité de modernisation qui fait que la consommation d'énergie elle devient de plus en plus importante dans le confort même des ménages, mais aussi les besoins de production. Aujourd'hui, on est en train de, à travers la PEC, lancer beaucoup de projets d'industrie. Ça va demander forcément une grosse consommation en énergie et c'est des éléments sur lesquels il faut avoir de la vision prospective. Maintenant, là, le nucléaire devient un genre de choix qu'on est en train de faire pour cette production d'électricité. Mais attention, regardez, ce n'est pas que c'est mauvais en tant que tel. Sinon, la France, qui a été un partenaire pendant longtemps, quand on prend le mix électrique en France, c'est à près de 72% de production sur la base du nucléaire. Jusqu'à 72% de leur production en électricité. Et je pense que ça doit être le deuxième pays au monde qui a ce mix électrique-là aussi prononcé. Donc, ça veut dire que c'est un choix qui peut être fait. Maintenant, ça doit être un choix bien maîtrisé. C'est pour ça, en matière de coopération, parce qu'on est là dans une question de pointe, en matière de technologie, il faut prendre beaucoup de précautions et savoir se faire accompagner. Le nucléaire, c'est quelque chose que connaît très bien la Russie pour être la première puissance nucléaire dans notre monde. Donc, ça veut dire qu'on est avec le bon partenaire. Comment on se fait accompagner? Mais c'est pas sur la question de l'énergie atomique ou bien de la solution atomique, là, ce n'est pas la première fois que le Burkina s'y met. On a eu beaucoup d'autres solutions qu'on a tentées. On a vu plusieurs visites de l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique ici, avec beaucoup de travaux qui étaient menés avec certains de nos experts ici. Et ça ne concerne pas seulement que l'énergie, hein, parce que dedans, il y a plusieurs démembrements sur notre vie habituelle. Même quand on parle de lâcher de moustiques, de ce qu'on a appris, c'était une solution atomique et un problème dans ce domaine-là, avec ce qu'ils appelaient lâcher de moustiques stériles et tout. Et regardez, c'était chapeauté par l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique. Peut-être que les spécialistes pourront nous expliquer, mais je veux dire que dans chacun des compartiments de notre vie, là, c'est des éléments qui, de façon insidieuse, peuvent intervenir. Maintenant, pour terminer, j'ai dit ça peut être intéressant. De ce qu'on sait, c'est qu'on dit 1 gramme de plutonium, 100 grammes d'uranium, c'est la même capacité en énergie qu'une tonne de pétrole. Donc, quand vous regardez, les mesures ne sont pas communes. Donc, ça veut dire que c'est une alternative intéressante, mais qui doit être maîtrisée. Et comme c'est un élément de pointe, c'est clair que le transfert de compétences et via la coopération, c'est des éléments qui peuvent être très intéressants. Mais il faut faire attention. Parce que quand on parle d'éléments atomiques, nucléaires et autres, on connaît les conséquences de la non-maîtrise. C'est les éléments de radioactivité qui peuvent être moins sensibles aujourd'hui, mais qui restent longtemps à traiter et qui ont un fort impact sur l'environnement et sur l'homme lui-même. Donc, tout l'enjeu, c'est dans la maîtrise. Et je pense que le président Ibrahim Traoré va sur un terrain qui est déjà usité par beaucoup de puissance et maintenant il faut aller avec toutes les garanties et tout l'encadrement qu'il faut derrière. D'accord. Alors, juge Bougma, on se souvient que lorsque le président Ibrahim Traoré avait fait cette demande en Russie, ça avait suscité beaucoup de commentaires et de réactions. Finalement, le projet est perceptible. Sommes-nous en train d'oser inventer l'avenir, comme le disait le président Thomas Sankara? Je pense que oui, parce que jusqu'à présent, même les commentaires vont bon train. Par rapport aux défis à relever actuellement, et un projet
ambitieux, je dis bien ambitieux, de nucléaire. Pour certains d'ailleurs, c'est de la prétention, c'est pas de l'ambition, parce qu'il y a une différence entre les deux. Donc, prétention ou ambition, en tout cas, il y a une marche qui est en cours avec déjà des actes concret à travers ce qui s'est passé vendredi avec cette signature. C'est un acte concret qui pose les jalons. Avant ça également, il y a eu ces rencontres. L'ancien patron de l'Otis, donc Dr Lassina Zerbo, avait été reçu par le directeur de cabinet avec d'autres pour réfléchir ensemble sur les voies et moyens de la mise en œuvre concrète de ce projet. Je pense qu'à l'issue certainement de ces évaluations, l'on saura si c'est possible ou pas. Mais ce qu'il y a, il faut également rendre hommage au candidat Jeffirin Diabré qui en 2015 en avait parlé. Il avait beaucoup s'était moqué de lui, il avait été tourné en ridicule, donc, et beaucoup, et même des professeurs d'université en son temps, étaient intervenus sur les médias pour dire que c'est pas possible, il ne faut pas rêver, c'est ceci, voilà les contraintes liées à l'application, voilà. Je ne sais pas si aujourd'hui ces mêmes-là vont sortir encore avec les mêmes arguments pour démontrer par A plus B en quoi c'est pas possible pour édifier les Burkinabés. Alors, donc, pour revenir effectivement à ce sujet, oser inventer l'avenir, effectivement, quelqu'un a dit que si vos projets de vie ne vous effraient pas, ça veut dire qu'il faut recommencer. Ici, on permet au Burkinabé de savoir qu'il peut rêver grand, il peut rêver large, quitte à ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, je ne sais pas, mais au moins ça veut dire que nous aussi, nous pouvons déposer des projets d'envergure qui défient le temps et parfois, voilà. Donc, je pense que ce projet ajouté à celui qu'on avait déjà, Burkina Sat, par rapport au satellite, par rapport à la hauteur de la tour de Thomas Sankara, je dis bien, cela participe de dire aux jeunes Burkinabés que lui aussi, il peut réaliser des choses grandes. D'ailleurs, en 1959, Ouézin Koulibaly disait à peu près que les pyramides d'Égypte n'avaient rien, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé à déposer les pyramides d'Égypte, le niveau de l'évolution de la science et de la technologie n'était pas au même niveau qu'aujourd'hui on a des outils sophistiqués. Donc ils n'avaient que quoi? Leur génie, leur courage. Et donc s'ils l'ont fait, nous aussi nous pouvons le faire. Et donc je pense que très sincèrement, c'est aussi possible chez nous. Mais maintenant, étant donné que c'est un projet avec beaucoup de sensibilité, avec tout ce qu'on dit de ce projet, ça va demander effectivement de la responsabilité parce que, un, c'est très coûteux, et deux, il y a beaucoup d'engagement vis-à-vis de la nature. Donc, certainement, on aura des spécialistes en la matière qui vont venir nous édifier sur les conditions, mais on dit que même pour le refroidissement, ça va demander beaucoup d'eau. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas aller avec d'autres pays pour pouvoir l'installer puis exploiter ensemble? Bon, c'est le Mali également qui a signé une convention sur le nucléaire. Voilà, donc c'est des possibilités aussi à voir. Est-ce qu'il faut aller d'abord au niveau des 3 États de l'AES ou il faut l'élargir à d'autres États? Certains avaient dit qu'il faut, c'est mieux que l'UEMOA porte ou bien que la CEDEAO porte compte tenu de l'envergure du projet. Bon, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, j'ai dit ce qui est bien, c'est que nous aussi, ça fait rêver que ce que nous voyons ailleurs de loin, nous pouvons les réaliser chez nous. Et ça, c'est pas rien dans le mental du Burkinabé. D'accord. Et nous abordons le dernier sujet pour cette audience du tribunal de l'actualité. Au terme d'une audience, la justice sénégalaise a finalement relancé Ousmane Sonko dans la course à la présidentielle. Il est possible qu'il soit remis sur le fichier électoral. Qu'est-ce que vous en pensez, juge Vara? Oui, bon, pas d'une possibilité. C'est le tribunal de Ziguinchor qui a donc annulé la radiation de Sonko. On a entendu aussi les avocats de l'État qui ont dit qu'ils, en tout cas, ils vont se pouvoir devant la Cour suprême par rapport à cette question-là. Donc, on est encore dans comment on appelle ça, dans un débat dans le débat. Il y en a qui disent est-ce que c'est à Ziguinchor que ça devrait être décidé, parce que pour eux le tout c'est discuté d'abord et jugé ailleurs, donc ils n'avaient pas compétence. Donc c'est beaucoup de débats qui sont en train d'être menés. Mais pour moi, il faut accepter que le cas Sonko soit d'abord une affaire politique. Et donc, si on le comprend tel quel, il faut savoir que toutes les manœuvres se feront sur ce plan-là, en impliquant
même la composante justice, même la justice et autres, pour faire barrière peut-être à sa candidature. Et donc, quand on écoute les avocats de l'État, l'affaire n'est toujours pas terminée. Donc on attend vraiment de voir, mais c'est pour Sonko aussi et son camp, c'est un genre de victoire d'étape. Et dans le bras de fer, c'est comme un inattendu qui vient un peu leur apporter un peu d'oxygène. Mais on attend de voir comment dans le fond ça va évoluer. D'accord. On a vu un peu les conditions dans lesquelles cette décision a été prise par le juge à Ziguinchor, juge Bougma. On apprend que selon plusieurs médias sénégalais que c'est même avec la torche de son téléphone qu'il a dû prendre cette décision. Oui, mais je pense que je ferai tout résumé. Étant donné que c'est un dossier politique, c'est une affaire politique, tout est possible. Ça rappelle ce magistrat qui avait accédé à la requête d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire sur son certificat de nationalité. C'est à peu près la même chose. Donc devant l'histoire, il y en a aussi qui prennent leur courage à deux mains, qui s'assument dans des conditions, je dis bien très difficiles. Parce que dans le rendu, il a même été dit que la GE, donc qui représentait l'État du Sénégal dans ce procès, a tout fait pour qu'effectivement ça ne puisse pas marcher. Donc, alors, c'est sûr que c'est pas vidé, c'est pas fini parce que naturellement, bon, c'est jusqu'au dernier recours, quoi. Donc, c'est à l'issue de tout cela qu'on pourra naturellement apprécier les choses. Mais sur le plan politique, on pourrait dire que le Sénégal de Macky ne recule devant rien quand il s'agit du cas Sonko. Mais maintenant, si Sonko également, qui est justiciable, a des faits à lui reprocher et des infractions sont clairement exprimées, bon, qu'il assume. Mais je pense qu'il ne va pas reculer devant cela. Mais dissocier aujourd'hui le dossier Sonko de la politique, ce n'est pas possible. Donc le juge également rend des décisions devant l'histoire de la justice par rapport à son indépendance et devant l'histoire de la politique par rapport à la politique, devant l'histoire par rapport à la politique actuelle de Macky Sall et de ses supporters. Donc on espère sûrement que les vrais rebondissements que nous avons eus, les vagues de turbulences que le Sénégal a traversées, on n'en connaîtra plus jamais par rapport à cette situation, parce qu'ils ont pu maîtriser la situation des peu. Si ça avait été dans nos pays, c'est pas sûr que Macky Sall soit toujours le président du Sénégal. Donc c'est un dossier qui est en même temps sensible dans le fond, je dis bien, que dans la forme. Alors on parle du Sénégal, mais ce cas-là peut être comparé avec d'autres situations dans d'autres pays. Finalement, c'est l'indépendance de la justice à l'épreuve même de la démocratie. Oui, mais bon, il parle d'indépendance de la justice, mais certains aussi vous diront, par exemple, quand vous prenez le cas de Ziguinchor, quand même il faut reconnaître que Sonko y est très fort. Certains vous diront que bon, c'est aussi peut-être quelqu'un qui est acquis à sa cause, qui est dans l'appareil judiciaire, qui lui aussi a pris cette décision. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça qu'il peut... Maintenant, après c'est ce que j'ai dit, les avocats ils ont dit qu'ils feraient un recours devant la Cour suprême. Je pense que c'est pas le 6 octobre qu'une décision est tombée. Mais dans tous les cas, je pense que c'était 29 septembre, le député du PASTEF qui était allé retirer au niveau de la Direction générale des élections ce qu'il fallait, les documents pour les parrainages, parce que les élections c'est pour février, et bon, ils lui ont pas donné les documents. Donc si vous ne pouvez pas avoir les documents pour le remplissage des parrainages, c'est sûr que votre candidat ne peut pas être en liste. Donc dans les faits, PASTEF qui en lui-même a été dissous aussi. Voilà, donc dans les faits, c'est vraiment compliqué pour Sonko. Voilà pourquoi je dis il y a d'abord une décision politique, c'est une affaire politique, et donc derrière il y a tout un appareil souvent qui est mis en branle pour atteindre les objectifs. Il y a à faire barrière à Sonko, c'est l'impression qu'on donne. Et peut-être que maintenant, il y a un Macky Sall qui est un peu plus à l'aise parce que les tensions et l'attention étaient beaucoup plus cristallisées du fait de la possibilité de sa candidature à lui-même, Macky Sall. Maintenant que c'est un élément écarté, certains se disent, bon, peut-être que c'est un boulevard qu'il est en train de tracer aussi pour celui qui sera désigné comme étant son successeur ou celui qui va candidater au nom de son clan. Ça peut être vraiment cela, mais ça rend un peu plus souple les choses. Parce que pour beaucoup, c'était tout sauf Macky Sall. Maintenant, bon, Macky Sall est out.
Et donc, mais ça n'enlève en rien aussi pour les partisans du PASTEF et les partisans de Sonko que c'est encore du tout sauf Macky Sall, même celui que Macky Sall aura désigné dans la course à la présidentielle ou celui qui va porter les choses. Dans tous les cas, c'est du Macky Sall qu'il voit et ça sera toujours compliqué. Maintenant, une présidentielle sans Sonko, je me demande ce que ça va donner. C'est pas le super sénégalais, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Quand vous ne pouvez même pas récupérer déjà les documents pour les parrainages, c'est compliqué. Quand votre parti n'existe plus légalement, c'est compliqué. Donc, et quand vous-même vous êtes condamné à 2 années de prison et on connaît les conséquences, notamment pour la corruption de la jeunesse, c'est difficile. Maintenant, c'est clair que la décision qui vient depuis Ziguinchor, c'est un genre de pied de nez. Mais qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence dans un verrouillage aussi bien scellé et ficelé? Donc du coup, moi je me pose la question de savoir ce que ça va donner, si ce n'est que ça va exacerber déjà les tensions qu'il y a. Et les partisans du PASTEF, les partisans de Sonko ne vont pas accepter des élections sans Sonko. Parce que quoi qu'on dise aussi, c'était le pourfendeur direct. Et en tout cas, pour ce qui est du camp Macky Sall, celui qui en face pesait. Donc du coup, c'est un peu compliqué. La dernière réaction, juge Bougma, on a tout de même cette impression que l'indépendance de la justice sous-tropique prend un coup quand on regarde un peu avec la démocratie. À l'épreuve de la démocratie, il prend souvent un coup. Oui, mais il y a un fait empirique que tous les acteurs, même de la justice, savent. Le droit a toujours été une question de rapport de force. Et ce sont les forts du moment qui écrivent leurs droits et leur contenu de justice. Ça, c'est un fait. Et je dis bien, tous les acteurs judiciaires savent que le droit, c'est une affaire de rapport de force. Et c'est les forts du moment qui écrivent le droit comme ils veulent. Comme ils veulent que la société doit être régie. Donc, à l'application, même s'il y a une indépendance et tout, à l'application, celui qui est au pouvoir va s'arranger avec ce qu'il y a pour pouvoir, comment on appelle ça, tordre le cou à un moment donné aux choses. C'est ce que nous assistons par moment. Sauf que parfois, il y a des juges courageux, il y a des avocats courageux qui acceptent prendre certains dossiers, il y en a qui n'acceptent même pas du tout compte tenu des implications. Et donc, on est dans ça. Mais même à l'épreuve de la démocratie, c'est pas évident. Même venant de ceux qui nous ont enseigné le droit positif. Et curieusement, c'est des réalités propres sous nos tropiques. Je dis non, même ailleurs. Sauf qu'ailleurs, il y a plus d'intelligence, plus de souplesse à telle enseigne que vous ne voyez que du feu. Mais ici, le brigandage sous nos tropiques, ça dit que c'est je ne sais même pas quel terme utiliser. C'est tellement visible. Ça manque d'élégance, je dirais. C'est cru. Il n'y a pas de soft, c'est du hard. C'est ce qu'on voit. Alors que, je dis ailleurs, ils le font avec parfois même une bonne mise en scène. Voilà. Mais sous nos tropiques, c'est ainsi. Mais maintenant, pour quelqu'un qui est au pouvoir et qui n'arrive pas à dire la vérité à sa population, et qui lui regarde droit dans les yeux, qui dit je modifie, je ne suis pas intéressé. Mais après modification, il dit que pour le moment, l'heure n'est pas à dire oui, si je vais ou je ne vais pas. Pour le moment, il faut se concentrer sur les projets. Alors que quand il devait modifier, il a eu le courage, il avait les projets, les projets étaient là. Mais il avait moins de temps pour se concentrer sur les projets, mais pour justifier. Mais dès que c'est fini, pour qu'on sache que est-ce qu'il n'y a pas un intérêt quelque part, il dit non, l'heure est pour le moment au chantier. Bon, déjà, il y a un problème. Donc, quand un tel fait se produit, et après, vous posez la question. Parce que au Sénégal, même si Macky Sall sait qu'il ne sera pas candidat, il mettra les champs de son côté pour que son candidat passe. C'est comme ça l'Afrique francophone. L'Afrique anglophone, parfois, c'est différent. Et le bel exemple, c'est le Ghana d'à côté. Rawlings est resté longtemps. Et quand il a fini, il a organisé les élections pour son départ, c'est l'opposition qui a gagné. Son candidat a échoué. Le Bénin de Mathieu Kérékou également nous avait servi un bel exemple. Kérékou a gagné, il a fait un mandat, et au prochain mandat, il a perdu face à Nicéphore Soglo. Il est reparti, s'est réorganisé, il est revenu gagner sans faire du brigandage. Ça, c'est ce qu'on appelle l'élégance. Est-ce que nous allons connaître ça? Est-ce que le Sénégal, connaîtra ça? Je ne sais pas.
point final pour cette première audience du tribunal de l'actualité pour cette nouvelle semaine. Merci, juge Geoffroy Vaha, pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, juge Bernard Bougman, pour les clés de lecture. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.